Salut tout le monde, bienvenue à cette cinquième vidéo sur le jeu 1848 qui sera publié éventuellement par GMT Games. Dans cette vidéo, on va couvrir d'autres mécaniques intrigantes. En fait, ça risque d'être le dernier vidéo de la playlist, du moins à court et moyen terme. Euh, Jules et moi-même sommes tellement actifs en play by email que notre game est fini. Fait que ça a roulé en tabarnak. On s'est rendu au tour 8, je pense. Puis ça avait pas l'air parti pour ça, là, mais j'avais 19 points de victoire comme révolutionnaire. Puis la game était à toute fin pratique pas mal finie. Là. Ça arrive là, quand on est en playtesting. Là, je présume de rien. Là, il y a un biais favorable pour le révolutionnaire. Puis d'ailleurs, on a recommencé une game, puis je suis le contre-révolutionnaire, puis tabarnak. Encore là, c'est quelque chose en esti, là. Fait que bref, puis suite à la game qui s'est terminée, on a eu une discussion à trois, moi, Jules, puis Peter, qui est le développeur chez GMT. Ça a amené des modifications au module, des modifications aux règles, euh, pas en profondeur, là, mais suffisamment pour que, bon, là, de vous montrer un playthrough que ce sera peut-être étiré sur un paquet de vidéos. Puis j'ai recommencé un autre game contre Jules, puis peut-être bien qu'on est déjà rendu autour d'eux. Puis peut-être qu'on va il va y avoir d'autres changements. Fait que, fait que ce que j'ai voulu faire dans cette ultime vidéo-là, c'est que vous parlez des dernières mécaniques là, que j'ai pas couvertes un petit peu plus en détail. Là. Fait que d'abord, n'ajustez pas votre appareil. Là, je viens de charger comme le setup de départ. Fait que une des façons peut-être que. Parce que l'affaire, c'est que les révolutionnaires, ils ont un départ un peu fulgurant. Tu sais, les contre-révolutionnaires, c'est un petit peu plus long. Il faut que les armées arrivent. Puis les spaces favorables aux contre-révolutionnaires, c'est souvent des hosties de grosses spaces stables, mais qui coûtent beaucoup d'influence à crisser dedans, comme les églises, puis les aristocrates, puis envoyez donc, là. Tandis qu'ici, cette espèce de petit triangle à mort, là, à Paris, là, puis en France, de manière générale, là, si, ouais, ça pop en crise. Fait que, un des leviers que Jules a, c'est de faire commencer la game, même si ça peut sembler bizarre, avec un certain nombre de VP en faveur du contre-révolutionnaire. Fait que le présentement, c'est 5, fait que ça donne un petit coussin de départ au contre-révolutionnaire, là, que même s'il se fait crisser à voler un petit peu au début, c'est d'essayer d'éviter le 20 VP peut-être un peu trop prématuré. Le scoring est de retour comme dans tous les autres jeux, là. Fait que ça, c'est ce qui fait aussi que le révolutionnaire, là, qui était déjà fort, ben là, par exemple, tu sais, s'il prend les intellectuels, la Sorbonne, Paris, puis les faubourgs, c'est 4 VP de plus, câlisse, là, quand la France va scorer. Fait que c'est énorme. Fait que ça, c'est pour moi, c'est une bonne nouvelle. Il reste des petits ajustements d'équilibre à faire. Là. Les armées peuvent être utilisées dans les révolutions. Je pense que j'en ai parlé rapidement. Il y a eu un petit changement à ça. Fait que quand vous êtes dans une révolution, là, qui est l'équivalent du Power Struggle, j'essaye de matcher tes cartes à mesure. Si vous avez une armée dans la nation ou l'empire qui est en train d'être scoré, vous pouvez utiliser cette armée-là. Puis avant, votre adversaire, euh, en contrepartie, pouvait venir mettre un d'influence dans la case où se trouvait l'armée. Mais maintenant, votre adversaire va pouvoir mettre un d'influence dans n'importe quelle case, n'importe quel space de la nation ou de l'empire qui n'est pas contrôlé par vous. Fait que ça peut, c'est un peu plus un pensée-y bien, là, je trouvais ça. J'en parlais avec Jules, puis je trouvais ça intéressant que l'utilisation des armées dans les révolutions soit pas un no-brainer, qu'il y ait des vraies conséquences un peu plus chiantes à ça. Parce qu'habituellement, de mettre un de, tu sais, comme là, si je suis le contre-révolutionnaire et j'utilise cette armée-là, ben, le révolutionnaire vient colisser un à Lombardie. Je m'en calisse pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est une space de paysans qui est tough à prendre le contrôle. Puis deuxièmement, tant que mon armée reste là, de toute façon, je brise le contrôle du révolutionnaire de ce space-là si jamais il y a assez d'influence dedans. Fait que, tandis que là, oups, bon, c'est extrême, là. Mais dans la situation actuelle, le révolutionnaire pourrait en profiter pour venir prendre le contrôle des intellectuels. Ce qui, ironiquement, pourrait y permettre d'utiliser un leader intellectuel qu'il avait dans sa main et qu'il ne pouvait pas utiliser. Ça lui donne une space potentiellement de plus contrôlée aussi pour l'aftermath qui vient après. Fait que intéressant cette petite twist-là par rapport aux armées. L'autre chose, vous n'avez pas vu les batailles. Les batailles avant, c'était des cartes. Puis mon feedback par rapport à ça, c'était que les cartes, on les voyait venir en hostie. Il fallait que tu bouges d'abord tes armées, puis là, tu arrivais collé sur l'ennemi, tu sais, puis là, n'importe qui avec le moindrement d'expérience dans le jeu, bon, ben, il doit avoir telle bataille dans sa main.
Maintenant, ce qui est en train d'être essayé, c'est que pour 2 ops, il y a que prendre une petite armée révolutionnaire sur laquelle taper, ça va me faire du bien, esti, là. Fait que, je vais venir chercher dans l'Army's Pool, t'es bon. Fait que là, maintenant, Garibaldi est ici, puis Radetzky est ici. Bon, ben, mettons, je suis le contre-révolutionnaire pour 2 hops, je peux initier une bataille contre Garibaldi. Puis là, c'est un jet de dés opposé. On a plus 2 pour le nombre d'armées, parce qu'oubliez pas moi, je pourrais avoir 2 armées puis adjacentes, puis lui pourrait avoir juste une armée. La quantité d'influence dans les spaces d'origine puis de destination sont intéressantes aussi. Fait que si j'avais le contrôle, j'aimais pas besoin d'avoir le contrôle. Si j'avais juste un d'influence, par exemple, en ce moment, à Lombardie, là, ça me donnerait plus un au dé. Puis Piémont est vide, fait que ça donne pas de modificateur. Puis le défenseur a plus un, par défaut, pour un peu tempérer ces affaires-là. Puis bon, le gagnant gagne un point de victoire, peut bouger dans l'espace, le perdant doit retraiter. Fait que pas mal plus dynamique, là, je trouve, le mouvement d'armée. Puis comme je disais à Jules, ça te libère un paquet de cartes de bataille, si tu veux, pour faire autre chose, ajouter d'autres événements, parce que Dieu sait qu'il y a eu des événements là-dedans, ça a dû être un choix déchirant pour Jules là, de couper des événements. Fait que là, c'est toujours le fun quand tu reviens avec une coupe de slots de cartes que tu peux ramener peut-être ces trucs-là à la fin. Dans l'Aftermath, il y a une grosse affaire qu'on n'a pas vue encore, c'est que dans le fond, dès que le joueur qui lance les 2 dés sur l'Aftermath avec tous les modificateurs pogne 9 ou plus, la scoring card est removed from the game. Alors, si c'est le contre-révolutionnaire, thématiquement, les, les espoirs de révolution disons, de cet empire ou de cette nation ont été complètement écrapoutis. Et puis, si c'est le révolutionnaire, par exemple, non seulement la carte est removed from the game, mais le révolutionnaire peut y remettre une république en jeu. Il y en a une coupe de républiques, là, il y a la République française, polonaise, il y a 3 républiques en Italie, il y en a une en Hongrie, puis il y en a une en Allemagne. Il n'y en a pas pour les empires, là, thématiquement, là. Mais il y en a là, pour toutes ce qu'on appelle les nations dans le jeu. Fait que cette république-là, à moins qu'il y ait des spécifications spéciales, comme la République de Venise doit aller à Venise, là, mais la République allemande pourrait aller dans n'importe quelle case qui est contrôlée par le révolutionnaire. Puis chaque république a une valeur de VP, typiquement 2. Ben, quoi que ça varie, là, les républiques italiennes, ça a l'air d'être 1. Puis ça, c'est pas une valeur de VP qui est scorée tout de suite par le révolutionnaire. La République va rester là jusqu'à temps que 2 choses se produisent. Si jamais il y a une armée contre-révolutionnaire qui arrive dans l'espace, la République décalisse. Encore là, la République est écrasée par la puissance militaire du contre-révolutionnaire. Et là, c'est le contre-révolutionnaire qui fait le nombre de VP qu'il y a sur le counter. Ou quand arrive le final scoring, en plus de rescorer toutes les nations et les empires une dernière fois, comme on fait tout le temps dans ces jeux-là, les républiques vont donner le double de leur valeur en VP aux révolutionnaires. Alors, une république qui a réussi à toffer jusqu'à la fin du jeu va donner le double de sa paye aux révolutionnaires, ce qui est quand même, je dois dire, très intéressant. Rappel de tout ce qu'on peut faire avec le momentum au début du tour. Pour 5 de momentum, vous ajoutez votre deck dans l'ordre printemps, été, automne, puis vous réchauffez la discard avec le deck. Pour 2 de momentum, vous pouvez amener une armée qui est disponible dans votre pool sur un endroit où elle est éligible d'aller. En cours de tour, pour 1 de momentum, vous pouvez rerouler un dé. Ça coûte 2 momentum pour rerouler l'aftermath après une révolution, étant donné que au final, c'est 2 dés qu'on additionne ensemble. Vous pouvez utiliser aussi 1 de momentum pour booster une carte de 1 hop. Ça, c'est vraiment quand on a du luxe, puis quand on baigne dans le momentum, là, la limite est de 7. Quand on est proche de la limite, des fois, on veut peut-être faire ça pour ne pas en échapper. Puis, ce qui est très intriguant, c'est qu'une fois que ça, c'est plus fin de game, pour que ça demeure quand même pertinent, une fois que votre deck d'automne a été mis dans le deck principal, on s'entend que la grosse dépense de momentum, c'est le 3 x 5 que ça va vous coûter pour mettre vos 3 decks successivement là, en jeu. Là. Fait que ça, au total, ça représente 15 de momentum. Fait que quand ça c'est fini, on a l'impression d'être désœuvré. Ben non. Au début du tour, maintenant, pour 5 de momentum, vous pouvez prendre une carte de votre choix dans la défausse ou dans le deck, puis vous la crissez dans votre main avant de piger vos cartes. Alors, vous allez aller chercher la carte la plus pertinente, la plus puissante que vous avez, probablement de votre faction, dans le deck ou dans la défausse. Ça peut pas être une scoring card, je crois, si je ne m'abuse. Là.
Mais sinon, là, let's go, esti, vos gros événements, vos grosses cartes à 4 chiantes, laissez pas ça au hasard, esti, puis allez la chercher. Fait que, comme je dis, ça demeure quand même pertinent une fois que tous vos decks sont dans le paquet. Au tour 6, c'est écrit en tout petit ici, là. Chaque joueur peut choisir une scoring card qui a été retirée du jeu parce que la République est arrivée en jeu ou parce que le contre-révolutionnaire a tellement gagné, a tellement brassé haut aussi que la carte a été enlevée. Fait que chaque joueur peut prendre jusqu'à une scoring card qui a été enlevée du jeu puis la rebrasser dans le deck. Fait que même une scoring card qui disparaît officiellement, tu sais, la France score vraiment favorable en faveur du révolutionnaire, il calisse sa République, la carte est removed from the game en théorie, arrive au tour 6, le révolutionnaire pourrait la reprendre, la rebrasser dans le deck, elle pourrait rescorer une autre fois, puis la petite France va rescorer une autre fois dans le final scoring. Fait que c'est peut-être à la limite ce qui explique que le révolutionnaire soit si fort, là, ça reste à voir. Là. Puis finalement, je ne me rappelle plus à quel point j'en ai parlé, mais l'agitation qu'il appelle dans ce jeu-là, c'est l'équivalent des support checks dans Twilight dans 1989. La différence étant que pour être capable de faire de l'agitation, vous devez avoir de l'influence dans la space ou adjacent. Fait que présentement, le contre-révolutionnaire, même si Pavia est une cible de choix, je ne peux même pas faire d'agitation dedans parce que j'ai pas d'influence à Pavia puis j'ai pas d'influence adjacent non plus. Alors, ça peut aider à protéger les fameuses spaces typiquement instables, là, comme les étudiants puis les intellectuels qui normalement leur reçoivent un hostie de varlope en 1989 à grand coup de support check avec des grosses cartes. L'autre chose, c'est que vos armées, si vous avez au moins une armée dans la space où il y a de l'agitation, vous avez plus 2 au dé. Si votre adversaire a au moins une armée dans l'espace, vous allez avoir moins 2 au dé. Fait que les armées aident à agiter, c'est le cas de le dire, ou à prévenir l'agitation. Fait que c'est pas mal ça. Gardez un œil sur ce jeu-là si vous êtes amateur de card-driven game à deux. C'est the next big thing. Fait que, on a eu Twilight Struggle, on a eu 1989, on a eu Europe in Turmoil, que je vais couvrir probablement bientôt aussi sur la chaîne. La question que ce soit complet, là. Et c'est pas mal les plus populaires. 1960, The Making of a President, qui est un petit peu plus léger. Là. Puis un certain Prelude to Rebellion, puis Prelude to Revolution, euh, par votre humble serviteur, là, qui est pas pire aussi. Mais même en playtest, je me bidonne. Puis je trouve ça très, très intéressant. Là. Puis Chris, si le art final est encore plus beau que ça, là, si boire, on va avoir aussi un jeu qui va être beau en Chris. Là. Fait que c'est à suivre. Fait que je vais peut-être revisiter ça un jour à mesure que ça évolue et que ça mature pour vous tenir au courant. Là. Mais autrement, là, à moyen terme, ça devrait être la fin de cette playlist-là. Si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, il y a plein d'autres playlists disponibles sur la chaîne. À plus!